Jacob, bonjour. Bonjour. Hier, c'était Halloween. Le ministre Christophe Castaner avait demandé au préfet une mobilisation renforcée après la diffusion sur les réseaux sociaux de messages appelant à une purge des policiers. Alors on signale quelques échauffourées à Lyon et dans l'Essonne. À première vue, c'est resté très maîtrisé. Oui, globalement, on n'a pas eu d'incidents plus que, je dirais, la normale, malheureusement. On a eu quelques incidents, bien évidemment. Il y a eu 7 individus interpellés à Lyon, notamment. Alors, on ne peut pas parler véritablement d'organisation de bandes pour aller casser, brûler, mais on a eu quand même quelques incidents à travers la France, à Montgeron également. Donc voilà, ça a été bien contenu par mes collègues. Effectivement, les dispositions qui ont été prises ont très certainement été particulièrement dissuasive et donc on a pu contenir potentiellement les violences qui pouvaient se produire. Alors on a vu à cette occasion, c'est pas la première fois, le rôle des réseaux sociaux. C'est un vrai problème pour la police? Oui, c'est un vrai problème parce que c'est surtout beaucoup de jeunes qui utilisent ces réseaux sociaux-là. Hein. Vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Snapchat, vous avez ce type de réseau qui fait qu'on a une espèce d'impunité où on se croit autorisé de dire tout et n'importe quoi et d'appeler jusqu'à tuer des policiers. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème en matière de sécurité, même si nous possédons des services de lutte contre la cybercriminalité. Effectivement, on devrait trouver d'autres solutions pour essayer d'endiguer ce type de message qui a pu circuler en appelant à la purge aux policiers, pour éviter que ça fasse une traînée de poudre et qu'on se retrouve avec un message diffusé à travers le territoire. Et un notamment qui a été diffusé particulièrement alarmiste hier soir en Martinique, où ils appellent effectivement à tuer, à brûler des commissariats à partir du 9 novembre à 20 h. Donc nous avons déjà signalé ces faits aux autorités locales, le préfet, le directeur départemental, et j'ai moi-même saisi par mail hier soir le directeur général de la police nationale. Il y a 2 dates qui sont sensibles, c'est Halloween et c'est la Saint-Sylvestre, on sait, avec les voitures qui sont incendiées. Les jeunes qui participent à ces incidents, qui sont-ils? Ce sont les mêmes que ceux que vous pouvez affronter régulièrement dans des quartiers ou c'en est d'autres? Non, malheureusement, c'est un peu toujours les mêmes individus à qui on a affaire, c'est-à-dire des individus qui sont dans des quartiers particulièrement difficiles. On peut prendre l'exemple de la Saint-Sylvestre à Strasbourg, au Neuhof. Tous les ans, c'est dans les mêmes quartiers de France que l'on retrouve globalement des véhicules incendiés. Donc oui, en général, c'est toujours la même population à laquelle on est confronté sur le terrain. Alors parlons justement de ce quotidien de la police dans les quartiers. Comment ça se passe? C'est aussi difficile qu'on le dit? C'est particulièrement difficile pour mes collègues. La violence est devenue particulièrement forte et de manière exponentielle sur ces 15-20 dernières années. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Écoutez, quand vous allez dans des quartiers particulièrement difficiles où, en règle générale, vous avez des réseaux, parce que c'est souvent parce qu'il y a des réseaux de trafic, notamment de stupéfiants, qui y sont installés, qu'on ne veut pas voir la police nationale. Et dès que l'on arrive dans un quartier, eh bien, on tombe très régulièrement, mes collègues font face à des guet-apens et donc sont caillassés, des cocktails Molotov, on l'a vu à Viry-Châtillon il y a maintenant 2 ans. Voilà, on n'hésite plus à vouloir tuer un policier pour garder son petit précaré de trafic, notamment de stupéfiants. Le phénomène des bandes, c'est vraiment quelque chose qui se développe et pourquoi? Comment? Sur quelle base? Alors, le phénomène des bandes a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, il est devenu particulièrement violent. C'est comme le quotidien de mes collègues dans les quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus à des invectives, à des sifflements ou tout type d'insultes. Aujourd'hui, on n'hésite pas à aller au contact direct des policiers pour s'en prendre physiquement à leur intégrité. Et ça, c'est inacceptable. On est l'autorité de l'État, mais on pourra peut-être en reparler par la suite dans vos questions. Il faut se poser la question, pourquoi, dans ces quartiers-là, la police nationale, mais d'une manière générale, les services de l'État n'arrivent plus à accéder? Vous sentez qu'il y a une montée dans la violence, dans l'agressivité de ces jeunes? Complètement. Quand j'étais sur le terrain, alors ça fait maintenant quelques années, on se faisait caillasser, on se faisait tirer dessus à coups de billes d'acier. C'était déjà particulièrement violent. On n'hésitait pas du 10e étage d'un immeuble à nous jeter une machine à laver ou des plaques de béton. Aujourd'hui, on est toujours dans cette partie, je dirais, moindre, mais on est en plus dans une partie où on n'hésite plus du tout à faire
faire usage d'armes à feu contre les policiers pour, je me répète, sauvegarder... Ça a existé, ça existe. Bien sûr, oui. Complètement. Ça arrive régulièrement que des policiers se fassent tirer dans le cadre d'interventions dessus ou sur les véhicules. On n'hésite pas du tout aujourd'hui, enfin ça reste une minorité de voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais qui n'hésitent plus du tout à essayer de s'en prendre à l'intégrité physique de mes collègues. On va revenir tout à l'heure sur ces quartiers. Simplement, une question sur les violences scolaires. C'est qu'il y a tout un débat aujourd'hui, après notamment l'affaire de Créteil. Et donc, le gouvernement prépare une série de mesures. Et il y a cette question, faut-il mettre des policiers dans les établissements scolaires, sous certaines conditions, pour des périodes limitées, mais quand même. Sur le principe, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée, dans certains établissements, de mettre des policiers? Non, alors bonne ou pas bonne idée, je dirais le débat il n'est pas là. En fait, il y a déjà, depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années, et notamment depuis les violences urbaines de 2005 et de 2007, des dispositifs qui ont déjà été mis en place de partenariat entre la police nationale et l'éducation nationale. Ça se passe globalement plutôt pas mal. Il y a des consignes qui avaient déjà été données à l'époque de patrouiller autour des établissements scolaires et d'être attentif à tout ce qui s'y passe. Mettre des policiers dans un établissement scolaire, déjà, c'est pas un policier. Si on met des policiers dans un établissement scolaire pour faire face à la violence, c'est 2 ou 3 policiers. Aujourd'hui, on a une multitude de missions qui fait qu'on n'arrive déjà pas à gérer ce que l'on a à gérer, sans compter les tâches indues. Je rappellerai quand même qu'on a eu une réforme importante depuis 2008 qui s'appelle la révision générale des politiques publiques, qui consistait à ne pas remplacer un départ à la retraite sur 2. Ça, c'est fini. Maintenant, on a commencé à augmenter les effectifs. On a mis 10 ans pour rattraper le seuil de 2008, puisqu'on vient tout juste d'arriver aux 105, 106 000 policiers que l'on avait il y a 10 ans. Donc on a eu une déperdition d'effectifs, on a eu une superposition de création d'unités, on a eu de nouvelles missions, et aujourd'hui dire que l'on va mettre des policiers dans des établissements scolaires, c'est matériellement pas possible, de toute façon. Donc c'est pas possible. Non, c'est pas réalisable. Et en plus, ce ne serait pas forcément la solution, vous pensez? Et je pense pas que ce soit la solution, parce qu'une fois de plus, on demande aux policiers de s'occuper de certaines causes, de certaines conséquences, alors qu'on ne s'occupe pas des causes. Donc le policier n'est pas là. La bonne réponse. Non, le policier n'est pas là pour faire de l'éducation, il n'est pas là pour faire de l'assistanat, il est là bien évidemment pour faire de la prévention, mais il ne doit pas substituer au rôle de tous les autres acteurs. Alors, il y a aussi le communautarisme. Il y a eu des paroles très fortes du ministre de l'Intérieur quand il a quitté, Gérard Collomb, qui a dit que les communautés qui étaient aujourd'hui côte à côte pourraient demain se retrouver face à face. Il a raison? Ah bon, on y est déjà. Malheureusement, on y est déjà. On le voit tous les ans, dans certaines périodes, vous le citiez, la Saint-Sylvestre, mais on l'a connu en 2005, en 2007. On est dans un affrontement, et on peut dire, à la limite, qu'on est dans un affrontement de bande rivale entre la police et certains groupes de délinquance. Mais c'est uniquement des bandes rivales ou il y a également une dimension, je veux dire, communautariste? Non, alors communautariste dans le sens religieux ou autre, non, je ne pense pas. Ça reste plutôt des territoires, oui, des bandes attachées à des territoires. Le vrai problème que l'on a, ce sont des territoires que certains individus s'arrogent de dire c'est à nous, vous n'avez pas le droit d'entrer, donc on est considérés comme des adversaires, et donc ils défendent bec et ongle leur territoire, c'est chasse gardée, plus personne n'a le droit d'y entrer sans leur demander l'autorisation. Même la population qui y réside aujourd'hui, quand ils veulent rentrer dans leur immeuble, eh bien, quand ces gens-là occupent les halls, eh bien, la population elle-même est dérangée, elle ne peut pas vivre en paix dans ces quartiers-là. Alors, on se pose quand même la question, comment ça se fait que c'est comme ça? Comment on ne peut pas intervenir? Le gouvernement a lancé la police de sécurité du quotidien. Est-ce que c'est la bonne réponse? Et si oui, à quelles conditions? Donc, un peu le retour des policiers dans les quartiers. Oui. Alors, bon, il faut rappeler. C'est pas la police de sécurité, de proximité qui avait existé autrefois. Mais si on peut dire qu'il y a quand même certaines zones de nos droits en France, on ne peut pas dire non plus que les policiers ont cessé d'intervenir dans les quartiers difficiles. Ils y interviennent certes de manière très difficile et dangereuse, mais ils y sont intervenus. On dit qu'ils ont peur, les policiers, souvent. Non, les policiers, ils n'ont pas peur, mais enfin, on est quand même des êtres humains, et il faut bien comprendre que le matin, quand on part travailler, on peut se demander et s'inquiéter si on va rentrer sain et sauf le soir à la maison où femmes et enfants nous attendent. Donc, les policiers n'ont pas peur, mais ils ont des craintes, bien évidemment. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus équipés en matière de sécurité.
le problème, c'est qu'une fois de plus, on traite les conséquences par une surprotection des policiers plutôt que d'en traiter les causes. C'est quoi en traiter les causes alors? Ce serait quoi? Les causes, c'est la problématique des quartiers qui malheureusement ont été abandonnés par l'État il y a maintenant une trentaine d'années. Aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus aucun service public dans ces quartiers difficiles-là. Aujourd'hui, on demande, je vais reprendre l'expression du gouvernement actuel, de reconquérir, de faire une reconquête républicaine de certains quartiers, mais la police toute seule ne peut pas le faire, avec toute la bonne volonté du monde de mes collègues, avec la bonne volonté des gouvernements successifs. On ne peut pas tout régler, la police seule dans ces quartiers-là. Il faut un véritable plan interministériel entre une vraie politique sociale, une vraie politique de la ville, économique, et tout ça doit s'organiser en même temps, de façon à ce qu'on puisse... Bon, est-ce que ce n'est pas justement la logique des quartiers de reconquête républicaine? Si c'est la logique, c'est très bien. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que d'un pan de cette reconquête, c'est l'aspect sécuritaire. Donc, bien évidemment, il faut un aspect sécuritaire, il faut éradiquer les noyaux durs de délinquance dans ces quartiers-là pour ensuite pouvoir y installer une police pérenne. Je rappelle quand même qu'il y a une trentaine d'années, on avait des commissariats de quartier qui se trouvaient dans ces cités-là. À l'époque, il y a eu un choix politique de les supprimer. Donc c'est là que commence l'abandon. Ensuite, on a eu les autres services de l'État, comme la Poste, qui est partie. Vous avez eu la suppression des éducateurs et des animateurs sociaux, qui avaient un rôle fondamental pour prendre en charge une partie de ces jeunes qui sont laissés à l'abandon. Puis il y a la question de l'autorité parentale, où il y a certainement une partie d'un abandon des parents par rapport à l'éducation des enfants. Il faut peut-être des sanctions sur les familles? Alors, des sanctions, je ne sais pas. En tous les cas, il faut trouver des solutions collectives. Mais sur le principe de remettre des policiers dans les quartiers, donc ce qui est la philosophie de la police de sécurité du quotidien, vous êtes plutôt pour? Sur le papier, c'est un très bon dispositif. Mais aujourd'hui, concrètement, on n'en a pas la matérialisation effective et on ne sait pas trop vers quoi on va. Alors, il y a le problème des relations difficiles avec les jeunes de ces quartiers qui se disent stigmatisés, qui disent que plusieurs fois par jour, ils sont contrôlés, etc., des contrôles d'identité. Vous en avez conscience? Conscience, je peux pas dire. Ils ont raison, je veux dire, non, mais vous comprenez qu'ils puissent avoir cette attitude ou ça... Quand on est sur un secteur où on nous demande d'intervenir au quotidien, pour lutter contre les trafics de stupéfiants notamment, puisque c'est une de nos missions principales dans ces quartiers difficiles, c'est bien évidemment de recréer du lien avec la population, mais aussi de lutter contre toute forme de réseau. Quand on y est quotidiennement, qu'on nous demande de casser ces réseaux-là, et que casser ces réseaux-là, ça passe par des contrôles systématiques de personnes qui vont et qui viennent dans ce secteur-là, c'est pas choquant. Alors ça les choque, mais il faut s'interroger pourquoi ils y passent 15, 20 ou 30 fois dans la journée. Voilà, on est en droit, nous, policiers, de se dire si cette personne-là est 20 fois ou 30 fois vue dans la journée sur un quartier où il y a un trafic de stupéfiants important, on peut considérer qu'il fait partie de ce réseau de trafic de stupéfiants. Et notre rôle, c'est de voir si c'est toujours les mêmes personnes qui viennent et d'essayer d'interpeller en flagrant délit ceux qui revendent, ceux qui trafiquent la drogue. Est-ce que vous plaignez toujours d'un manque de moyens? On sait que les budgets ont été augmentés ces dernières années. Est-ce qu'il y a encore des problèmes de moyens pour la police? Alors oui, il y a des problèmes de moyens. Il y a eu des efforts budgétaires, il ne faut pas le nier. Ça a été fait sous le ministre Cazeneuve. C'est fait à présent ça a été fait sous M. Collomb, sous M. Castaner, ça va être poursuivi. Le problème, c'est pas tant de dire il y a eu des efforts. Oui, il y a eu des efforts, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas, quantifiés par rapport aux besoins réels du terrain. C'est ce que moi j'ai demandé. Donc il y a des besoins réels du terrain. Par exemple, c'est quoi? Il n'y a pas de voitures, il n'y a pas de... Alors, les voitures sont en train d'être renouvelées de manière conséquente, mais un exemple très précis, les commissariats de police. Nous avons les policiers qui travaillent dans des conditions innommables. On nous annonce 196 millions d'euros de moyens budgétaires pour la rénovation. C'est très bien, mais combien faut-il exactement pour rénover? On ne le sait pas. C'est ce que j'ai notamment dit à la commission d'enquête sénatoriale en disant mais avant de dire on va mettre 200 millions d'euros par an sur la rénovation des commissariats, qu'est-ce qu'il y a à faire et combien ça va coûter? Et si ça coûte très cher, plusieurs milliards d'euros peut-être, envisageons d'établir un plan pluriannuel de 4, 5, 10 ans, je ne sais pas. Mais ce n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas les problèmes et en fait, on continue un peu à mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Les relations avec la justice, souvent, elles sont un peu compliquées, dirons-nous. Alors, elles sont... Est-ce que, pour parler très clairement, est-ce que vous avez le sentiment que la justice est trop laxiste et ne
vient pas Il y a des affaires pour lesquelles, effectivement, mes collègues pensent que la justice est laxiste parce qu'il y a des décisions qu'on ne comprend pas par rapport à des faits graves. Et ce qu'il manque, en fait, c'est un échange concret entre justice et police. La justice, c'est aussi une institution qui rencontre beaucoup de difficultés d'ordre matériel, en effectif, un peu comme la police. Et donc, il y a cette espèce de mur entre les deux institutions qui fait qu'il y a des incompréhensions. Et je pense qu'on gagnerait à se connaître un peu mieux. Mais effectivement, mes collègues ont le sentiment, et je pense qu'ils ont raison, sur certaines décisions, qu'il y a un peu trop de... Voilà, bon, c'est un pauvre gamin qui est laissé abandonné. Trop de considération sociale. Ouais, on est un peu dans le monde des bisounours, dans certaines décisions de justice un peu trop bienveillantes. Aujourd'hui, on sait que la police nationale est particulièrement victime d'agressions au quotidien. S'il n'y a pas une réponse ferme de l'État, par le biais de toutes les institutions, je crains malheureusement que ce respect de l'État, ce respect des représentants de l'autorité, soit définitivement rompu avec certaines populations. Alors, assez brièvement, il y a donc un nouveau duo à la tête de la police, hein, Christophe Castaner et Laurent Nunez. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en attendez d'eux? Bah, écoutez, ce qu'on attend, nous, c'est qu'entre les orientations politiques, les réformes, et la réalité du terrain, il y a une mise en adéquation. Je vais vous donner un exemple très concret. On a voté, très rapidement, on a voté une réforme dans la police nationale qui permet de gagner en opérationnalité, c'est-à-dire en nombre d'effectifs importants sur le terrain, justement pour répondre à la réforme de la PSQ, et qui permettrait aux policiers d'avoir une autre réforme de mise en place pour améliorer leurs conditions de travail, qui est la réforme de leur cycle horaire. Tout ça, on a un package qui est à notre disposition depuis 2 ans, et on ne le met pas en application parce qu'on a des lobbyings syndicaux très forts dans la police nationale. Alors parlons-en justement, vous venez de créer, vous êtes un nouveau syndicat, Alternative Police, affilié à la CFDT. Je vais vous dire pourquoi, il y a déjà suffisamment de syndicats à la police, non? Alors oui, on pourrait toujours dire qu'il y a trop de syndicats et l'administration, ça pourrait l'arranger en disant diviser pour mieux régner. J'ai décidé de créer ce syndicat en 2015 parce qu'on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte... Vous étiez jusque-là numéro 3 d'Alliance, hein, c'est ça? C'est cela. J'ai souhaité créer ce syndicat parce que depuis quelques années, mes collègues se plaignent de la pratique du dialogue social et du syndicalisme qui est fait dans la police nationale, où on se préoccupe plus des intérêts individuels que des intérêts collectifs. Et je vais dire entre guillemets, l'histoire m'a donné raison, puisque 1 an après la création de mon organisation syndicale, on a eu des mouvements de policiers en colère en 2016 qui ont justement démontré qu'ils en avaient marre du système syndical dans la police nationale. Donc l'objectif d'Alternative Police, c'est de revenir aux fondamentaux de ce syndicalisme, à savoir la défense du collectif, plus que la défense de l'individualisme et du clientélisme. Denis Jacob, merci. Merci. Bonne journée. À vous aussi.